Rebonsoir à tous et bienvenue pour ce post-ESMO de Gustave Roussy. Nous allons parler tout de suite des tumeurs digestives. J'ai avec moi Michel Ducreux et David Malka. Nous avons changé de serveur. Normalement, la connexion devrait être meilleure et la qualité de l'image du son devrait s'en ressentir. Au pire, si vous regardez cette émission a posteriori, les choses devraient être améliorées. Mais j'espère que c'est déjà le cas. Bon, session importante avec le digestif puisqu'il y a eu toute une série de bonnes nouvelles à l'ESMO. Et donc, je vous propose tout de suite de passer la parole à Michel Ducreux pour qu'il nous explique ce qu'il en est. Merci beaucoup, Karim. C'est vrai qu'on aurait donné pas très cher de l'immunothérapie dans le traitement des tumeurs du type digestif haut il y a quelques temps, et que là on a été surpris de voir des études positives. Alors, en particulier dans l'estomac avancé, 2 études qui sont d'ailleurs un tout petit peu discordantes. On va s'intéresser d'abord à la première de ces 2 études qui a été présentée par Marcus Möller, un peu plus de 1500 patients, et on va regarder la comparaison entre la chimiothérapie, capecitabine, oxaliplatine ou Folfox, plus ou moins nivolumab. Donc on teste l'intérêt de l'addition de nivolumab chez des patients qui sont en première ligne de cancer gastrique métastasé. Et les résultats sont donc positifs, alors que toutes les études antérieures dans cette situation, les études antérieures avaient montré des résultats négatifs. Et là, le nivolumab améliore la survie globale des patients, améliore la survie sans progression, en particulier dans un groupe spécifique qui est le groupe CPS supérieur ou égal à 5. Mais pas seulement, puisque en fait, chez les patients qui avaient un CPS supérieur ou égal à 1, on trouve également une amélioration de la survie globale, et chez tous les patients également. Cette amélioration apportée par le nivolumab, elle est valable aussi sur le taux de réponse, puisqu'on passe de 45% à 60%, et avec une durée de réponse qui est également allongée. Donc on peut dire que c'est un carton plein, et c'est carton plein au prix d'une tolérance qui en fait n'est pas surprenante, c'est-à-dire qu'on retrouve dans cette étude une toxicité un peu augmentée dans le groupe qui reçoit à la fois chimiothérapie et immunothérapie, mais on additionne simplement des effets secondaires de différents médicaments. On ne peut pas dire qu'il y a une extrême aggravation de la toxicité de la chimiothérapie par l'immunothérapie. On a simplement des toxicités spécifiques à l'immunothérapie qui sont ajoutées aux toxicités de la chimiothérapie. Alors, il y avait une autre étude qui était une étude japonaise portant exactement sur le même principe, alors pour le coup avec uniquement des patients asiatiques, où là on comparait à nouveau première ligne, cancer de l'estomac avancé. On comparait une chimiothérapie comportant capecitabine, oxaliplatine ou le médicament le S1 qui est la chimiothérapie orale très utilisée au Japon, plus oxaliplatine versus la même chimiothérapie et addition donc de nivolumab. Donc on est dans des conditions qui sont très proches de l'étude dont je vous ai présenté les résultats précédemment. Et là, je dirais, pas catastrophe, mais en tout cas des résultats qui sont moins clairs, puisqu'on a un bénéfice absolument indiscutable et même avantage donné en termes de survie sans progression donné par le nivolumab. En revanche, une survie globale qui n'est pas différente. Donc c'est quand même un tout petit peu, je dirais, ça pose question. Et si on fait une comparaison des 2 études, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit qu'en fait, évidemment, dans la deuxième étude, la population asiatique était dans la deuxième étude. La première étude, c'est une population qui est mixte avec à la fois des Européens mais également des Asiatiques. Surtout dans la deuxième étude, en fait, il y avait pas mal de crossover, c'est-à-dire que plus de la moitié des patients ont reçu secondairement de l'immunothérapie, ce qui explique peut-être cette problématique de différence de survie globale. Il y a une espèce de crossover parce qu'il y avait la disponibilité de l'immunothérapie. Donc ce sont les principales explications. Il y a potentiellement aussi un pourcentage de patients avec des tumeurs de type diffus, qui sont des tumeurs qui résistent pas mal au traitement, qui étaient un peu plus importants dans la deuxième étude, plus de 50%, que dans la première étude, environ 15%. Voilà ce que je peux dire. Excellente nouvelle pour des patients et des patientes pour lesquels il n'y en a pas très souvent. Est-ce que ces données sont considérées comme faisant changer les pratiques? Est-ce qu'on va vers une approbation du médicament dans cette indication et un remboursement? Alors, c'est évidemment la question que tout le monde se pose. Si on regarde les résultats de la première étude, on peut se dire, évidemment, c'est tellement carton plein, je dirais, que, après tout, les résultats ils sont comparables à ce qu'on a fait dans d'autres localisations. Si on regarde la deuxième étude, évidemment, on est un tout petit peu plus désenchanté. Donc, je ne sais pas. Et là, la problématique, ça va être le rôle des autorités de santé
qu'est-ce qu'elles vont dire, comment va se passer la soumission du dossier à l'agence européenne. Et ça, je suis bien incapable de te donner la réponse. Est-ce qu'on attend d'autres études avec d'autres inhibiteurs de PD-1 ou de PD-L1 dans cette indication? Alors, l'étude pembrolizumab avait déjà été présentée. Elle était chimiothérapie plus pembro en première ligne. C'est négatif. Donc, c'est vrai que du coup, on est dans une situation un tout petit peu en demi-teinte, ce qui ne va pas sans poser quelques questions, effectivement. Et probablement que le rôle des experts de la commission d'approbation va être assez difficile. Des biomarqueurs à l'horizon? On le voit bien, il y a le CPS, il y a le fameux indice combiné qui probablement, ça c'est sûr que pour les patients qui ont un CPS élevé, très probablement il y a un bénéfice absolument indiscutable. La première étude, elle montre aussi qu'il y a un bénéfice, y compris dans des populations qui sont beaucoup moins, entre guillemets, immunes. Ok. Bon, donc piste à suivre. C'est sûr, de toute façon. David, tu as d'autres bonnes nouvelles comme ça? Mais oui, Allez, on t'écoute. je ne vais pas laisser Michel présenter toutes les bonnes nouvelles. C'est vrai que pour l'instant, on a été habitué aux différents congrès à ce que les tumeurs digestives ratent une nouvelle fois le marchepied, soit des thérapies ciblées, soit de l'immunothérapie, soit des deux plus ou moins allègrement. Là, pour le coup, je crois que c'est la première fois que ça arrive, une session présidentielle de l'ESMO entièrement consacrée aux digestifs et aux tumeurs œsogastriques et les 4 avec de l'immunothérapie. Et là, Michel a présenté les deux qui étaient majoritairement estomac et jonction, on va dire. Les deux que je vais vous présenter concernent des études essentiellement consacrées à l'œsophage, ce qui là aussi est une nouveauté, tant est grande l'indigence d'essais thérapeutiques dans cette indication. Alors, il faut que je prenne le petit truc, ça sera mieux. Et donc, la première étude, c'est une keynote, donc c'est du pembrolizumab. On est sur des cancers de l'œsophage des deux types histologiques, épidermoïdes et adénocarcinome. On peut aller jusqu'à la jonction, mais on reste au-dessus de la ligne de partage des os. C'est des Sievert 1. Les patients sont en première ligne. C'est une étude internationale, donc il y a des patients asiatiques et non asiatiques. Et donc, on compare le standard, qui est un vénérable vieillard dans la pharmacopée, 5 FU, 6 platines avec du 5 FU sur 5 jours. On est vraiment à l'ancienne et on lui ajoute du pembrolizumab qui est poursuivi jusqu'à 35 cycles. Très bien, tout cela rappelle toutes les keynotes. Et là, pour le coup, quand on compare les bras, on a une population classique, c'est-à-dire essentiellement des hommes. Il y a la moitié de patients asiatiques. Les patients sont très majoritairement métastatiques et se répartissent en 3/4 d'épidermoïdes, 1/4 d'adénocarcinome à peu près. Vous voyez que la moitié d'entre eux ont un CPS supérieur à 10. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une sélection très drastique, y compris quand on prend un seuil à 10, comme dans cette étude. Et donc l'étude est très fortement positive, avec un hazard ratio à 0,57. Vous le voyez sur le graphique de gauche, en faveur du bras expérimental, une médiane qui est améliorée de 5 mois. Ça, c'est pour les épidermoïdes avec CPS supérieur à 10. Pour l'ensemble des épidermoïdes, c'est le graphique de droite, on est aussi positif. L'hazard ratio est un peu en deçà, à 0,72, mais il reste globalement très significatif. Vous voyez qu'on a presque 2 fois plus de survivants à 2 ans par rapport au bras standard. Pour l'ensemble de la population, la survie globale est également positive, tant chez les CPS supérieurs à 10 que indépendamment du CPS. Donc, quand on mélange les deux histologies. Donc, globalement, tous les sous-groupes d'intérêt semblent tirer un bénéfice de l'adjonction de l'immunothérapie. Le taux de réponse est notablement amélioré, de 29 à 45%. Et vous voyez, les durées de réponse sont celles qu'on connaît avec l'immunothérapie, donc à la fois précoce et prolongée. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on savait de l'efficacité des inhibiteurs de PD-1 en échec de chimiothérapie ? Pour les tumeurs œsogastriques en général, c'est essentiellement les tumeurs gastriques d'ailleurs, on savait que l'immunothérapie, soit en monothérapie, soit associée à la chimiothérapie, semblait faire mieux, avec des résultats d'ailleurs un peu contrastés, de sorte que dans certains pays, il était autorisé d'en faire, et puis dans d'autres, notamment toute l'Europe,
on n'avait toujours pas fait monter l'immunothérapie dans notre arsenal. Là, cette étude, elle est importante parce qu'elle est assez pure. On est sur une étude d'œsophage. Il y a beaucoup de patients. On est en première ligne et on se compare à la chimiothérapie. Et on est bénéfique dans tous les sous-groupes. Donc, c'est suffisamment tranché pour qu'on se dise que ça devrait, avec les réserves qu'on a dit tout à l'heure sur le processus d'approbation, mais ça devrait constituer clairement le nouveau standard, ce d'autant qu'il n'y a aucun progrès à l'horizon depuis le 5FU cisplatine, que ce soit en thérapie ciblée ou en chimiothérapie. La toxicité est à peu près ce qui était attendu dans une population vulnérable. Donc ça, c'était pour la troisième des 4 études d'immunothérapie. La dernière, last but not least, c'est là pour le coup assez nouveau pour ce qui nous concerne. C'est en situation adjuvante, le nivolumab seul, c'est des cancers de l'œsophage ou du cardia, qui ont eu une radiochimiothérapie préopératoire, chez qui il n'y avait pas de réponse complète et qu'on opérait. Et donc la question posée, donc 794 patients quand même randomisés, avec un ratio 2:1, donc c'est une très grosse étude. Donc ça comparait le nivolumab en monothérapie au placebo pour une durée de traitement maximale d'1 an. Et donc l'étude a inclus là encore une majorité d'hommes, on est quand même sur des œsophages, beaucoup de patients non asiatiques, globalement un peu plus d'œsophage que de cardia, là pour le coup plus d'adénocarcinome que d'épidermoïdes, et vous voyez que beaucoup de patients sont PDL1 négatifs, enfin inférieurs à 1%, presque 3/4 d'entre eux. Et l'étude est clairement positive. Vous voyez qu'on double la survie sans maladie médiane de 11 à 22 mois avec un hazard ratio à 0,69 et un P significatif. Donc l'étude est positive, y compris on n'a pas les données de survie globale encore, mais dans son critère de jugement. Et le traitement est très bien toléré. 9% des patients ont eu un effet indésirable conduisant à l'arrêt du traitement en situation adjuvante, je le rappelle. Et il n'y avait pas de différence graphiquement significative de qualité de vie entre le placebo, je dis bien le placebo, et le nivolumab. Donc globalement, tout cela a l'air bel et bon et ferait en fait du nivolumab le nouveau et premier standard dans cette situation. Donc c'est dire si cette session a été floride pour nous. Est-ce que tu peux nous rappeler dans le cancer de l'œsophage à peu près quelle est la proportion de patients qui sont en état général suffisant et non métastatique pour être opérés ? Alors, il faut déjà qu'ils soient non métastatiques. Donc, il y a 2 écueils conséquents dans les tumeurs de l'œsophage. Il faut être opérable et résécable. Donc, résécable, malheureusement, beaucoup de tumeurs sont déjà localement avancées et ne sont pas et ne seront pas rendues résécables, y compris par un traitement à visée néoadjuvante. Et donc, la radiochimiothérapie devient définitive dans ce cas-là. Et se compare finalement pas si mal par rapport à la chirurgie chez ceux qui seraient borderline, on va dire. Donc ça reste tout à fait acceptable. Pour ceux dont la tumeur est résécable, il faut encore qu'ils puissent supporter une chirurgie ultra lourde quand même. On parle de Lewis. On parle de quoi ? On parle de 5%, 10%, 30% des patients. On manque de données en population. Mais globalement, on peut dire que dans des centres experts, avec tous les biais que ça représente, c'est peut-être 10 à 15%. Parce que c'est impressionnant d'avoir pu mener une telle étude avec une puissance, c'est quoi, 700, 800 patients ? C'est tout à fait impressionnant. Ça témoigne d'un unmet need, comme on dit habituellement, et puis de l'attractivité que peut avoir un essai d'immunothérapie. Surtout si on pense à des études pourtant menées par des groupes britanniques, par exemple, qui ont manqué de puissance statistique, qui ont manqué de recrutement, et dont les résultats étaient entachés par ça. Donc là, pour le coup, très bel effort et très belle étude.
Et si je puis me permettre, il y a un tout petit peu plus de patients qui sont opérables quand ils ont des adénocarcinomes que quand ils ont des Oui. carcinomes épidermoïdes. C'est vrai qu'on a un gros problème de terrain quand on est face à ces patients alcoolotabagiques où là, comme le dit David, ils sont souvent avec des grosses tumeurs et en plus une insuffisance respiratoire ou des antécédents de cancer ORL. Oui. qui Quand font on a qu'on opère très peu. quand on a un adénocarcinome, on n'est pas nécessairement plus alcoolotabagique que le commun des mortels et on est sous-carinaire habituellement, ce qui aide aussi à la chirurgie. Et plus on va s'approcher du cardia, et plus on va avoir une attitude gastrique-like, on va dire. Et donc, à part sabrer le champagne pour parler d'alcoolotabagisme, au décours de ces 4 études, qu'est-ce que vous... Bon, déjà, j'imagine que vous avez quand même été surpris. Oui. Ouais, hein. Et du coup, plutôt optimiste, plutôt pessimiste quant aux chances effectivement, d'autorisation de mise sur le marché, alors la réponse étant pas obligatoirement la même sur les différentes indications. Oui, là, pour le coup, l'Europe ne pourra pas dire qu'elle manque d'études randomisées. Ce qui avait été le cas pour le MSI. Oui. La question, c'est va-t-il y avoir une sélection et si oui, quel sera le curseur mis pour l'Europe ou pour la France au niveau du remboursement dans l'hypothèse la plus favorable où on obtiendrait une approbation et un remboursement en France? Est-ce qu'on va se limiter à des CPS supérieurs à 5 comme dans l'étude estomac? Est-ce que l'étude estomac va pâtir des résultats en demi-teinte dans les lignes ultérieures ou de résultats d'attraction avec toutes les réserves et explications potentielles qu'on avait dites? Est-ce que le fait qu'on n'ait pas de données de survie globale pour l'étude œsophage, en tout cas mature, va faire tergiverser les choses? Difficile à dire. Donc, à suivre. Il y a la problématique là un tout petit peu différente. Pour l'adjuvant, à tous les coups, à mon avis, ils vont attendre la survie globale. Ça, et je pense qu'elle sera positive. Mais tant qu'on ne l'aura pas, à mon avis, on va se retrouver dans une situation qui sera une situation un peu bloquée. Je pense que pour les épidermoïdes de l'œsophage, on va y arriver parce qu'il y a une première étude qui était positive. Là, on est plutôt dans la confirmation. C'est vrai que pour l'adénocarcinome de l'estomac, c'est ce qu'on a déjà discuté, j'ai peur. Il faut se rappeler quand même que le ramucirumab qui améliorait la survie des patients en seconde ligne combiné au paclitaxel versus le paclitaxel n'a jamais été accepté. Il a eu une autorisation de mise sur le marché européenne, jamais accepté au remboursement, pas inscrit sur la liste des molécules onéreuses en France. Donc on risque encore d'être dans une situation quand même compliquée. Pour clore le chapitre tumeur digestive, vous n'avez pas abordé les cancers du côlon, les CHC. Bon, j'imagine que les données étaient tristounettes, mais peut-être pour rebondir sur quelque chose de positif justement, le scoop dans les tumeurs digestives de l'ASCO, c'était pour le coup l'étude de phase 3 des patients MSI. On est maintenant 4 mois après l'ASCO. Où est-ce qu'on en est justement des espoirs d'AMM, de remboursement? Eh ben, on a eu des données supplémentaires, les données de qualité de vie. Alors, si je veux être un peu provocateur, je dirais qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. En étant à la fois plus efficace et moins toxique, on n'avait pas trop de doutes sur le résultat d'études de qualité de vie du pembrolizumab monothérapie versus une chimiothérapie standard avec un biologique en première ligne des côlons métastatiques MSI. Et les résultats sont ce qu'on attendait, c'est-à-dire non seulement c'est moins contraignant, non seulement c'est moins toxique, non seulement c'est plus efficace, mais en plus, résultat de tout ça, la qualité de vie est plutôt meilleure. Du coup, pour ces patients et ces patientes, à l'heure actuelle, une ATU, des essais thérapeutiques, une attente. Une attente. Une attente. Une attente qui devient de plus en plus insupportable parce que je pense que là, on a des patients qui vraiment... Alors pour le coup, par rapport à ce qu'on vient de voir pour des adénocarcinomes métastasés de l'estomac où il y a des données un tout petit peu discordantes et avec in fine, certes, potentiellement un bénéfice, mais tout de même des patients qui ont des maladies extrêmement sévères. Sur les côlons MSI, on sait que même avec des maladies avancées, on peut avoir des très belles réponses et très durables, comme on l'a observé dans d'autres maladies qui sont sensibles à l'immunothérapie. Donc ça veut dire que là, on perd du temps pour ces patients-là et on perd potentiellement des patients. Donc c'est une vraie problématique. Bon, donc on espère très fort pour une approbation européenne cette année ou en début d'année prochaine et un remboursement qui suivrait rapidement. Absolument. Bon, mille merci à tous les deux pour ces belles données. Et vous restez, si vous voulez bien, avec nous. On va passer aux tumeurs cutanées avec, vous le savez, congrès après congrès, de bonnes nouvelles. On va voir si c'était le cas cette fois-ci à l'ESMO. Merci à tous et à tout de suite.